Bonjour et merci à vous tous d'être présents pour cette deuxième journée des rencontres européennes. Merci à vous tous présents dans cet hémicycle. Merci à tous ceux aussi très nombreux qui nous suivent en ligne, qui nous ont suivis hier et qui nous suivent aussi aujourd'hui en ligne. On a pu entendre hier les différentes parties prenantes de la prise en charge de la recherche en cancérologie proposée dans le cadre de masterclass, des actions communes à mener ensemble à l'échelle communautaire. On va faire ce matin le retour des propositions des sorties d'ateliers d'experts qui ont été conduites autour de 5 grands thèmes en parallèle de ces rencontres. Et puis on aura 2 tables rondes dans l'après-midi pour voir quel type d'actions peuvent être portées pour les 18 mois qui viennent à l'échelle européenne, quelle synergie possible avec les plans nationaux bien évidemment. Mais on va tout de suite débuter cette matinée avec les orateurs de la séquence d'ouverture. Et pour commencer tout de suite, nous avons l'honneur d'accueillir sous vos applaudissements le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran. Je le laisse regagner le pupitre. Bien, Madame la commissaire européenne, chère Stella, qui est avec nous en visio aujourd'hui, cher Vlastimil, ministre de la Santé de République tchèque, tout juste nommé, je vous dis, mon cher collègue, bienvenue à bord, bon courage, soyez forts, ça va bien se passer. Madame la députée européenne, chère Véronique Trier-Lenoir, toi qui es si engagée dans la lutte contre le cancer à l'échelle française et à l'échelle européenne, je vois une députée française que je connais bien qui s'engage aussi beaucoup contre le cancer, chère Mireille Robert, chère Norbert, mesdames et messieurs, en vos noms et qualités, chers tous. Je suis ravi de pouvoir ouvrir cette deuxième journée des rencontres européennes de l'Institut du cancer dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. C'est la journée mondiale de lutte contre le cancer, alors je souhaite tout d'abord avoir une pensée en soutien aux millions de familles affectées, aux professionnels de santé, à la communauté scientifique qui combattent chaque jour le cancer. Je souhaite aussi saluer une avancée majeure qui a été intervenue hier. Ce n'est pas un symbole, c'est du tangible, ça compte, alors que nous célébrerons dans quelques jours les 20 ans de la belle loi portée par un illustre prédécesseur, Bernard Kouchner, sur les droits des malades. C'est la loi du 4 mars. Hier, le Parlement a entériné la baisse à 5 ans du droit à l'oubli pour les pathologies cancéreuses ainsi que pour l'hépatite C. Le Parlement a également supprimé le questionnaire de santé pour certains prêts immobiliers. Ce sont des avancées formidables qui n'étaient pas gagnées d'avance, je peux vous le dire, et qui ont été obtenues avec une forte mobilisation des parlementaires notamment. Qui nous permet de sensibiliser aussi à travers cette question sur les enjeux sociétaux pour les malades atteints de cancer ou les malades traités pour le cancer, voire guéris du cancer. Nous devons cette avancée aux associations, je pense bien sûr à ROSUP, à la Ligue contre le cancer, mais aussi à Séropote, dont la mobilisation a permis de sensibiliser les politiques comme l'opinion publique. Nous le devons aussi aux organismes scientifiques, notamment l'INCa, qui est engagé depuis l'origine du droit à l'oubli pour produire des données robustes et incontestables. Et vous me permettrez d'avoir une pensée très chaleureuse, amicale, affectueuse pour ma prédécesseure Agnès Buzyn. Parce qu'il y a des traitements aujourd'hui qui ont changé la donne, parce que nous disposons de plus de données scientifiques et parce que le principe de solidarité doit prévaloir, les choses peuvent et doivent avancer au bénéfice des patients. La présidence française a placé la lutte contre le cancer en tête de ses priorités. Elle assure la continuité avec les présidences allemandes, portugaises et slovènes. C'était une décision évidente pour la France, qui a eu la chance de lancer sa nouvelle stratégie décennale contre le cancer l'année dernière, au lendemain du lancement du plan européen. Ce portage est directement effectué par le président de la République, très engagé évidemment dans cette cause. La gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 ne doit pas nous faire oublier que la lutte contre les cancers demeure une priorité partagée par tous les États membres de l'Union. Derrière les chiffres du nombre de victimes du cancer au sein de l'Union européenne, qui sont souvent froids, impersonnels, ce sont des vies. Des deuils que l'on peut éviter, des familles qui peuvent se reconstruire. L'espoir pour beaucoup de patients. C'est pour cela que, malgré la difficulté du temps, malgré cette pandémie qui a retardé trop de soins, notamment pour les patients atteints du cancer, l'Union européenne est unie sous l'étendard de son plan d'action annoncé l'an dernier par la commissaire, que je salue encore pour son engagement sans faille sur le sujet. Chère Stella, j'espère que tu as pu entendre le début de mon speech.
L'un des facteurs clés de réussite réside dans le renforcement de la coopération européenne et internationale. L'Union européenne peut jouer un rôle sur beaucoup de leviers importants et complémentaires de l'action des États membres. L'Union européenne de la santé doit permettre aux pays de l'Union de se préparer et de réagir ensemble aux crises sanitaires et de collaborer pour améliorer la prévention, le traitement et le suivi de maladies telles que le cancer, ainsi que de disposer de fournitures médicales innovantes à des prix abordables. L'Union européenne de la santé contribuera donc à mieux protéger la santé des citoyens, évidemment, doter l'Union européenne et ses États membres de moyens leur permettant de mieux prévenir et combattre d'éventuelles pandémies à venir, et là on touche tous du bois à ce moment-là de discours, améliorer la résistance des systèmes de santé européens. La coopération entre les acteurs clés européens et internationaux en matière de lutte contre le cancer ouvre des opportunités considérables de progrès, tant dans la recherche, la prévention, le dépistage et le diagnostic précoce, que dans l'accès à des services de qualité et des thérapies innovantes. Et la France souhaite contribuer à l'accélération des progrès à l'échelle européenne et mondiale. C'est pourquoi nous avons souhaité, avec la République tchèque, avec la Suède, avec la Commission européenne, nous avons appelé tous les acteurs européens, publics comme privés, à intensifier leurs efforts de coopération pour faire avancer notre combat contre le cancer. Cette déclaration, elle réaffirme la priorité de la lutte contre le cancer. Elle appelle à la mise en œuvre d'actions concrètes partout où les effets du plan cancer de l'Union peuvent être démultipliés par l'intensification de la coopération entre États membres. 5 thématiques phares avaient été proposées par l'Institut national du cancer en concertation avec l'ensemble de nos partenaires européens: la prévention, les cancers de mauvais pronostic, les cancers de l'enfant, l'emploi pendant et après la maladie et la coopération internationale. 5 enjeux majeurs où l'action européenne peut avoir une vraie valeur ajoutée et un véritable impact. Nous devons être plus efficaces sur la prévention, tandis que 40% des cancers sont causés par des facteurs de risque évitables, principalement le tabac, mais aussi la consommation d'alcool, les régimes alimentaires malsains, le manque d'activité physique, la pollution, les pollutions environnementales, les substances dangereuses, ainsi que les cancers déclenchés par des agents infectieux. Nous devons mettre en place des actions de grande ampleur et à fort impact, en particulier contre le tabac, qui est notre principal ennemi. Nous devons accélérer les progrès pour permettre d'augmenter significativement la survie des patients touchés par un cancer de mauvais pronostic, avec des programmes disruptifs, la mise en place d'essais cliniques européens qui permettront à l'Europe de financer des recherches innovantes et d'identifier de nouvelles thérapies. Les cancers pédiatriques sont l'une des priorités du plan cancer européen. Ils demeurent la première cause de décès par maladie des enfants dans l'Union européenne. Dans ce domaine, l'Europe a une vraie valeur ajoutée exceptionnelle, par la mise en place d'essais cliniques européens sur les cancers pédiatriques, pour mutualiser nos efforts afin de progresser plus vite pour de nouvelles thérapies, avec moins de séquelles et une meilleure qualité de vie. La révision du règlement sur les médicaments pédiatriques et les médicaments orphelins constituera une étape cruciale. Il y a aussi la question du maintien d'une activité professionnelle pendant la prise en charge thérapeutique et après, lorsque cela est possible et souhaité par le salarié, qui contribue à l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de cancer. C'est un droit essentiel pour chaque personne atteinte de cancer que de pouvoir disposer d'un environnement professionnel adapté à son état de santé, mais aussi de pouvoir poursuivre ses projets après la maladie, notamment en garantissant un droit d'accès au crédit. Le plan cancer européen et la mission cancer ont considérablement augmenté notre capacité d'action. C'est un plan qui est salué par toutes les parties prenantes et qui peut certainement inspirer d'autres problématiques, je pense aux maladies rares. Je suis convaincu que l'Union européenne peut jouer le rôle de leader au niveau mondial grâce à l'ensemble des acteurs européens de la lutte contre le cancer et des nombreuses initiatives qui sont mises en place à travers le plan européen et la mission cancer. Ainsi, nous proposons de mettre en place un mécanisme de coordination de la lutte contre les cancers où l'Europe jouerait un rôle de premier plan. Ça a changé, mesdames et messieurs, au niveau européen. Le cancer a changé la donne. La découverte des vaccins, qui n'a pas forcément été une découverte exclusivement européenne, même si on oublie parfois de dire que BioNTech était une entreprise allemande. En tout cas, notre capacité de nous coordonner dans l'urgence, à l'échelle de quelques États membres, puis à l'échelle de la Commission, pour faire de l'Europe le premier acheteur de vaccins, le premier producteur de vaccins, le premier exportateur de vaccins, a montré l'impérieuse nécessité de nous coordonner davantage en matière de politique sanitaire. Nous avons aussi créé un besoin chez les citoyens qui ne croyaient pas en l'Europe de la santé, il faut se dire les choses. Les Européens disent « la santé, c'est l'affaire de notre pays ». Et pourtant, comment se résoudre au fait que d'un pays à l'autre de l'Union, nous partagions la même monnaie, mais que nous ayons un écart d'espérance de vie de 10 ans, un écart de mortalité infantile de 1 à 4. Ce n'est pas normal.
En jeu, évidemment, la structuration des systèmes de santé. Nous sommes fiers de notre système, chaque État est évidemment fier du sien, mais probablement qu'en termes de couverture universelle, de prise en charge des pathologies, nous pouvons tendre vers une harmonisation à terme. Ce n'est pas notre programme de la PFUE, je rassure mes homologues européens. Je sors là de mon texte diplomatique. Vous dire que nos capacités de recherche, elles seront beaucoup plus fortes, évidemment, si nous avons un regard sur ce que font les voisins. En matière de cancer pédiatrique, il n'est pas forcément indispensable que nous développions tous des programmes de recherche nationaux ciblés sur des pathologies données, alors que nous pouvons mutualiser nos compétences et nos moyens. Pas plus tard qu'hier, à l'occasion toujours de la PFUE, nous avons obtenu un accord sur l'exploitation éthique des données de la santé au niveau européen. Mettre en commun des données de santé pour être capable d'identifier des facteurs de risque qu'on connaît parfois peu encore. C'est une étape qui est primordiale pour pouvoir développer des programmes de recherche et suivre dans la durée des grandes cohortes d'Européens pour décliner ensuite des politiques de prévention adaptées. Et quand un mot que je n'ai pas dit dans mon speech s'agissant de la prévention, évidemment, il y a la lutte contre le tabac, l'alcoolisme. Évidemment, il y a un accent à mettre très fort sur la santé environnementale. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore encore. Ce n'est pas parce qu'on ignore que forcément il y aurait une causalité directe, mais enfin, on peut quand même se dire qu'il y a de grands risques que certains facteurs environnementaux tout autour de nous contribuent à la propagation des cancers. Mais il y a aussi des perspectives qui sont magnifiques. Et je reviens 2 secondes au Covid. Les vaccins à ARN messager sont potentiellement une clé déterminante pour prévenir la survenue de cancer. Dès lors qu'on sait dire à une cellule qu'elle doit fabriquer telle ou telle molécule et qu'elle est capable de produire des anticorps adaptés aux différents virus qui peuvent nous infecter et provoquer des cancers. Pourquoi ne pas se mettre à rêver que d'ici 5 à 10 ans, on puisse éradiquer un certain nombre de pathologies infectieuses qui sont aujourd'hui la cause de nombreux cancers? Je ne vous ai pas parlé du papillomavirus, mais qui est un combat que je mène et que nous devons mener à l'échelle nationale et européenne. On ne peut pas se satisfaire d'avoir une couverture vaccinale contre l'HPV aussi faible dans un pays comme le nôtre, alors même qu'il y a tant de cancers évitables qui touchent des jeunes femmes. À un moment donné, il faut poser les choses sur la table. Alors on comprend bien qu'il y a une sensibilité en ce moment très forte quand on parle de vaccination. Et qu'il y a eu d'abord la vaccination obligatoire chez les enfants, aujourd'hui la vaccination contre le Covid. Et nous devons retravailler, reprendre du terrain, avancer pied à pied, pour convaincre la population que la science est une chance et pas un handicap. Que le vaccin est une opportunité formidable, une invention de l'homme magnifique qui nous permet de guérir et de prévenir des maladies, et certainement pas une contrainte liée à une injection derrière laquelle il faudrait se cacher. Nous ne devons pas avoir honte que la science progresse, mais nous devons donner à voir ce que la science est capable de produire, ce qu'elle est capable de faire, au pied du lit d'un malade ou dans un laboratoire. Réenchanter l'aventure scientifique est aussi une clé. Je vous dis ça parce que je suis ministre en charge de la Santé. Comment, au lendemain d'une crise sanitaire qui aura occupé l'agenda public pendant 2 ans, comment être capable d'aller voir les citoyens français et européens pour leur parler de leur santé? On voit bien que les sujets sanitaires aujourd'hui, les gens sont arrivés à saturation et on peut le comprendre. Et pourtant, c'est bien demain que nous allons devoir parler de bien-être, de santé publique. C'est bien demain qu'il va falloir permettre aux Français de retrouver le chemin des salles de sport ou du footing, là où certaines études commencent à montrer qu'en moyenne, les jeunes Français auraient pris 5 kilos depuis le début de la pandémie, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la santé. C'est bien maintenant qu'il faut dire à nos citoyens qu'il est urgent d'arrêter de fumer, de reprendre de l'activité, de faire attention à leur corps, travailler sur des questions de bien-être. Donc nous devons trouver un chemin de passage. Et je suis convaincu que le discours moralisateur ne fonctionne pas. Il fonctionnait mal, il fonctionnera encore moins. Je vous le dis, le message « l'abus d'alcool est dangereux pour la santé » sur une bouteille, aujourd'hui, n'est pas intégré d'un point de vue cortical par les gens. On est habitué à ce message. Le discours moralisateur qui consiste à dire à un adolescent « il ne faut pas fumer parce que ça va te tuer », sans lui expliquer par quel mécanisme le tabac peut causer des ravages, boucher les artères, provoquer des lésions cancéreuses, ça ne marche plus. Nous devons réinventer nos politiques de santé publique. Nous devons nous appuyer fortement sur les réseaux sociaux, par exemple, passer par les méthodes d'auto-évaluation, mettre en place des indicateurs, des incentives à destination des jeunes pour les inciter à avoir une politique de santé publique qui leur est adaptée. C'est ainsi que nous arriverons à faire reculer le cancer. Cela fait partie évidemment du plan cancer et de la stratégie décennale qui a été portée. Je vous dis ça parce que c'est un message, un appel à l'aide. Je vais avoir besoin de vous dans les jours, les semaines et peut-être, qui sait, les mois qui viennent, pour que nous soyons capables de parler de leur santé à nos concitoyens sans leur donner des hauts le cœur, parce qu'il en va de leur avenir, il en va de notre avenir à tous, et nous avons cela en commun, sinon nous ne serions pas rassemblés dans ce magnifique hémicycle du Palais Iéna ce matin. Merci à tous.
Merci à vous, Olivier Véran, pour cette introduction qu'on va poursuivre du côté de Bruxelles. Mais avant, on va prendre quelques instants pour regarder un clip, un vidéoclip réalisé à l'occasion du 4 février par les instances, les acteurs communautaires. On regarde ce clip pour la journée mondiale et puis on revient sur les échanges ensuite. Au début, c'était l'enfer. Je me disais, je ne vais pas y arriver. J'avais peu d'espoir. Heureusement, j'étais pas tout seul. J'ai été entouré des bonnes personnes. Elles m'ont aidé, encouragé, elles m'ont soutenu pendant tout mon parcours. C'est grâce à tout ça que je suis là aujourd'hui. On ne peut pas affronter le cancer seul. Plus tôt on le détecte, plus on a de chances de le vaincre. Mobilisation européenne en écho à ce qu'on vient d'entendre, à ce qu'on entend depuis hier aussi à travers ce témoignage-là et à travers la parole que va nous apporter la commissaire européenne à la santé et à la sécurité alimentaire qui est en duplex avec nous normalement. Stella Kyriakides, êtes-vous avec nous? Nous entendez-vous? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yeah, we can hear you completely perfectly. I leave you the mic and the word for your speech. Thanks a lot to be with us. So thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen, dear friends. I'm really delighted to join you today on World Cancer Day, which is an important day in our calendars every year. And I want to begin by thanking the French presidency, Minister Véran, dear Olivier, and the French National Cancer Institute for gathering everyone today and for continuing to shine a spotlight on cancer. I also want to take the opportunity to thank Madame Trier-Lenoir, a member of the European Parliament, dear Veronique, for your important engagement and our close collaboration on this topic. If the EU truly wants to tackle cancer and to improve research, treatment and care, especially to reduce cancer inequalities and deliver concrete lasting benefits to its citizens, then Europe, as Minister Véran has already said, needs to work together. And we need to have cancer as a top health priority across the board. We know we are much stronger as one. When medical professionals, when patient advocates and policymakers coordinate, share experience and expertise, and cooperate towards common goals. And today's event is really a very powerful illustration of that cooperation in action. And I want to thank all those participating for their commitment. More than anything, World Cancer Day is about those whose lives have been touched by cancer, for patients, for survivors, for their families and their friends. And every year, 2.6 million people are diagnosed with cancer and 1.2 million lives are lost in the European Union. And unfortunately, these numbers are set to grow unless we all together reverse this trend. And these numbers are not just statistics. They are personal stories for all of us. These past 2 years living with COVID-19 have added new challenges for patients and for healthcare professionals. We know that the pandemic has disrupted and delayed screenings and treatments and reduced access to medicines and follow-up care. But it has also highlighted the tendency that we have seen to underfinance and under-prioritize our healthcare systems. Exactly 1 year ago to this day, we launched Europe's Beating Cancer Plan to address these very problems. We put today's patients and survivors at its center, and of course tomorrow's too. And Europe's plan on cancer aims to strip away the worry that comes with a cancer diagnosis and replace it with hope, with support, and with access to effective treatment and care, so that diagnosis is supported with better research, with better preventing strategies, and better health and greater health equality. But, of course,
Brussels cannot do this alone. And this is why we need the full cooperation and strong commitment of all key stakeholders. For us, as a European Commission, it is a priority. But EU member states play a fundamental leading role in this process. And I am really delighted that the trio presidency of the EU aims to keep cancer high on the political agenda for the next 18 months, because this sends a clear signal to citizens that their health is our priority and gives us an opportunity to make great progress. Ladies and gentlemen, dear friends, Europe's Beating Cancer Plan is, of course, an ambitious strategy, but it is grounded in concrete, realistic steps and actions. And I believe that we have put the key building blocks in place for this success. By cooperating with all stakeholders in all policy areas, we are addressing challenges posed by cancer in a holistic manner. Because cancer can not only be the responsibility of the health sector alone, we need the whole of the society to be involved in this work. The plan's 4 pillars cover the entire disease pathway with very ambitious flagships and actions. And all of the stages of the journey of a patient are equally important. We look at research and innovation, personalized medicine, and reducing inequalities are cross-cutting themes. And we are looking at a modern, a forward-looking, and an inclusive plan. We have put an implementation plan in place. This is important because it has timelines and milestones. We need to know where we're going and what we are doing when, because we intend to stay on track. And crucially, we have committed a substantial 4 billion euro in financial support to deliver on our promises. Last year, we launched 16 major initiatives. This year, we will see more actions financed to see a strong emphasis on prevention and diagnosis. With the Cancer Plan and the Horizon Europe Cancer Mission, the Commission has 2 major initiatives in place that will influence policy, research, and funding on cancer prevention and care in the years ahead. Let me just share some of the major milestones to date, because we need to be concrete. In the past 12 months, we launched the Knowledge Center on Cancer, the Healthy Lifestyles for All initiative, and the Samir Action Plan, which ensures that radiological and nuclear technologies continue to benefit the health of EU citizens. We also launched the European Commission initiative on colorectal cancer to develop guidelines and quality assurance schemes for colorectal cancer screening and treatment. And we have started to look at the work to revise the Council recommendation on cancer screening and to update the European Code Against Cancer. We are supporting the establishment of comprehensive cancer centers in all member states and the creation of an EU networking between them to facilitate patients, families, and professionals. 2 days ago, at an event I hosted and where Minister Véran and Véronique Triguelet-Belloir also participated, as many others here, I hosted an event to shine a light on cancer in women. And there we launched 4 more actions: the joint action on HPV vaccination, the first phase of the Cancer Inequalities Registry, a call for evidence concerning the Commission proposal for a revision of the Council recommendation on cancer screening, and launching an EU network of youth cancer survivors to strengthen the long-term follow-up care and connect those young people with the experience of cancer and their families, as well as informal and formal carers. And I am determined that we are going to continue to make rapid progress to turn these into our common achievements. So supporting events like today's provide the energy and the expertise to help us carry forward and to keep us on the right track. And the 5 key issues today on today's agendas that Minister Véran has also presented are really central and key issues of the cancer plan. Childhood cancer is highlighted as a particular priority and is of course very close to all our hearts.
the advance on cancers with a poor diagnosis, and the need to use the potential offered by research and innovation and digitalization, cancer prevention, which is a key pillar with healthy lifestyles, HPV vaccination, raising awareness, and addressing cancer and employment. And I wanted to share with you that we will soon launch a report on fair access to financial services, the so-called right to be forgotten, an area where France in particular has experience and that we want to learn from. And of course, international cooperation, exchanging with WHO and OECD are crucial in the fight against cancer. So, dear friends, I'm here today to share with you many of these issues and to just remind all of us that this is a living, breathing plan. This is Europe's plan, and your insight and your perspectives, your commitment, fuel its guide and its implementation and ensure its success, because we have a unique opportunity to make a difference. So let me once again thank the Minister, dear Olivier, the French presidency for their ongoing support in this field, and to say how much I welcome the political declaration to be adopted in this event, because it illustrates the trio's presidency's commitment. And a final word of thanks to the patient advocates, the researchers and the policymakers, the health professionals who are helping us turn this plan into concrete, tangible benefits for all citizens. Together, we can build more equal societies and healthier societies. Together, we are stronger and we're more effective. Thank you. Et nous allons clore cette séquence d'ouverture en accueillant celle qui est venue déjà hier porter le plaidoyer, les convictions, les propositions du Parlement européen sur ces sujets-là. Elle a été rapporteure de la commission spéciale du Parlement européen pour vaincre les cancers, la BECA. Députée européen, oncologue Véronique Trier-Lenoir est avec nous et on l'applaudit très fort. Merci beaucoup. Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, cher Olivier Véran, Monsieur le ministre tchèque de la Santé, cher collègue, Dr Valek, Madame la commissaire à la Santé de la Commission européenne, chère Stella Kyriakides, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs. Il y a 2 ans, nous étions ensemble au Parlement européen, chère Stella, pour lancer les consultations publiques sur une stratégie européenne contre le cancer. 1 an plus tard exactement, la Commission européenne présentait son plan européen pour vaincre le cancer. Le 15 février prochain, le Parlement européen se prononcera sur mon rapport sur la lutte contre le cancer en session plénière. Demain, Monsieur le ministre, les États membres pourront mettre en œuvre cette stratégie et ces objectifs. Ensemble, au nom de nos 3 institutions, nous nous devons d'apporter une réponse ambitieuse aux millions de citoyens européens touchés de différentes manières par cette maladie. Réponse aux demandes de progrès par les familles et les soignants des 1,3 million de personnes qui meurent chaque année du cancer en Europe, dont 6 000 enfants. Réponse aux besoins des presque 4 millions de patients qui nécessitent aujourd'hui et maintenant des traitements efficaces et innovants. Réponse aux attentes des 12 millions de survivants du cancer. Nous en avons vu un exemple, confrontés au difficile retour à la vie normale. Réponse à la volonté clairement exprimée des générations futures d'être informées et protégées face aux menaces sanitaires, en particulier environnementales. Réponse enfin à l'inquiétude des gouvernements qui font face à une charge économique croissante de la maladie, de ses traitements et de ses séquelles. Nous en sommes tous conscients, le cancer nous concerne tous et n'épargne personne. Cependant, nous restons très inégalement armés pour vaincre cette maladie. Et le cancer est une maladie de l'injustice sociale. Nous sommes
confrontés à des différences de taux de survie des cancers entre les États membres qui dépassent 25% pour une situation donnée. C'est intolérable. Nous sommes inégaux en matière de prévention, inégalement protégés contre les cancérigènes environnementaux, inégalement éduqués sur les déterminants de notre santé, inégalement armés contre la désinformation. D'un pays à l'autre de l'Europe, nous sommes également inégaux en termes d'accès rapide à des médicaments innovants et même à des soins standards et de qualité. Enfin, après la maladie, nous sommes inégaux dans nos capacités à retrouver un emploi, une indépendance financière et une vie sociale et affective harmonieuse. Il est de notre devoir commun d'amorcer une réduction des inégalités de santé au sein de l'Union européenne et au-delà, tout particulièrement dans les pays à faible revenu, au premier rang desquels le continent africain. Et cette priorité a guidé mon travail parlementaire autour de ce rapport. Avec ce rapport, le Parlement s'est fixé les domaines et les moyens d'action pour vaincre le cancer. Parmi les 4 grands domaines d'action, prévention, dépistage, accès équitable aux soins et réinsertion, c'est le champ de la prévention qui relève le plus directement des compétences européennes. La prévention, donc, dont la mise en œuvre efficace devrait permettre d'éviter 40% des cancers, 4 cancers sur 10. Cette prévention dépend d'interventions sur des déterminants de santé comportementaux, sociaux, environnementaux et commerciaux. Nous les avons retenus sur la base des critères scientifiques élaborés par le Centre international de recherche sur le cancer, chère Elisabeth Wederpas, en évoquant pour chacun les législations à venir ou les recommandations à fournir aux États membres. La prévention des cancers, mesdames et messieurs, est l'objet de nombreuses pressions d'influence, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient corporatistes, voire complotistes. C'est le devoir et l'honneur des décideurs politiques de toute l'Union européenne de rester vigilants et de se tenir aux données de la science pour inspirer et décliner leur stratégie de santé publique. Les normes sanitaires européennes, et le ministre Véran l'a magnifiquement rappelé aux eurodéputés la semaine dernière, ne doivent pas être déclassées. La santé ne peut pas, ne doit pas être la variable d'ajustement de débats à visée économique, financier ou de pouvoir. C'est ce que nous a magnifiquement démontré la crise contre le Covid-19 en France et à peu près partout en Europe. Donc, quoi qu'il en coûte, nous défendrons nos objectifs ambitieux. Une génération sans tabac en 2040, une diminution d'au moins 10% de la consommation nocive d'alcool d'ici 2025, l'exigence d'une information nutritionnelle, lisible et basée sur la science. C'est un droit absolu des consommateurs européens. Nous défendrons également le déploiement de la vaccination HPV, à même d'éradiquer les cancers induits par ce virus, en particulier les cancers du col de l'utérus. Les taux de couverture varient actuellement de 30 à 70% d'un pays de l'Union européenne à l'autre. Nous capitaliserons sur le pacte vert européen pour défendre l'alimentation saine, la qualité de l'air et la lutte contre les carcinogènes environnementaux, en particulier sur les lieux de travail. Nous développerons la littératie en santé et l'éducation à la santé des jeunes générations. Sur la prévention secondaire, dite dépistage, dont les taux de participation varient là encore de 25 à 80% selon les pays de l'Union européenne, nous soutenons clairement l'objectif proposé par la Commission européenne, sollicitation de 90% des citoyens concernés par les dépistages des cancers du sein, du côlon rectal et du col utérin. Au chapitre des médicaments du cancer, le besoin d'une Europe de la santé, l'union de la santé publique, cher Olivier Véran, unie et coordonnée, se fait particulièrement sentir. Alors que l'Agence européenne du médicament délivre une autorisation européenne commune de mise sur le marché, les évaluations risques-bénéfices
et les négociations avec l'industrie de la santé se font de manière non concertée avec les 27, favorisant le retard de la mise sur le marché, l'inéquité d'accès, sans parler du commerce illicite. L'occasion nous est donnée de poser les jalons d'un cercle vertueux qui devrait permettre de garantir l'accès équitable à des médicaments disponibles et abordables. Évaluation européenne partagée, procédure d'achat conjoint, préfigurant à l'avenir d'éventuelles négociations communes des prix, lutte concertée contre les risques de pénurie générés par notre tragique dépendance vis-à-vis de l'Inde et de la Chine pour les substances actives de base et restauration de notre souveraineté en matière de développement d'innovation face aux États-Unis d'Amérique. À chaque étape, nous plaidons pour que les médicaments du cancer soient priorisés. Nous aurons pour cela à convaincre les gouvernements des États membres sur la base de l'exemple de la réussite inédite de l'achat conjoint de vaccins, de l'efficience d'une négociation à 27 comparée au déséquilibre d'accords bilatéraux tels qu'ils sont actuellement menés. La nouvelle autorité d'urgence et de réponse et de préparation aux crises, ERA, mise en place en réponse à la crise de la souveraineté industrielle européenne en matière d'innovation, pourra également, selon moi, être un lieu de développement privilégié. Partenariat public-privé, nouveau traitement des cancers, cette Europe du médicament forte est particulièrement indispensable dans les situations thérapeutiques orphelines, au premier rang desquelles les cancers des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, globalement des cancers rares. Nous appelons à la révision de la directive sur les médicaments pédiatriques et orphelins. Nous souhaitons que des essais cliniques européens et un partage des données soient particulièrement engagés sur ces pathologies rares. Enfin, pour répondre à une inquiétude récurrente et légitime, je sais que le directeur de l'INSERM, qui a malheureusement quitté la salle, la partage, ce que nous réussirons pour les médicaments du cancer, nous le réussirons pour les autres maladies chroniques et rares. L'expérience nous l'a déjà prouvé. L'accès équitable à des soins de qualité ainsi que l'accompagnement des patients tout au long de leur parcours relève moins de la législation européenne que de l'engagement collectif des États membres. Au sein des échanges réguliers des ministres chargés de la santé, nous attendons la convergence sur des critères de qualité partagés pour l'organisation des dépistages, la labellisation des centres de soins, la formation des professionnels qualifiés et, en nombre suffisant, le déploiement des solutions de santé numériques. Nous demandons que soit identifié dans chaque État membre au moins un centre de référence et de recours contre le cancer, Comprehensive Cancer Center. Enfin, autre leçon tirée de la crise du Covid, dont les patients atteints de cancer ont payé le prix fort, nous recommandons la mise en place de mesures de protection spécifiques des maladies chroniques en cas de crise. Le soutien aux patients en évolution ou guéris ainsi qu'à leurs proches est principalement du ressort des États membres. Nous formulons des recommandations fortes permettant d'améliorer la qualité de vie par les soins de support et l'aide aux aidants. Nous appelons à la réinsertion, à la réintégration sociale dans toutes ses dimensions, le soutien dans la lutte contre l'infertilité, le travail adopté, la prise en compte de la santé mentale et des séquelles physiques et esthétiques et fonctionnelles. Nous promouvons tout particulièrement l'implémentation du droit à l'oubli, permettant aux patients de ne pas être doublement pénalisés après leur guérison pour l'accès aux prêts bancaires et aux assurances. Il n'est actuellement déployé que dans 5 pays de l'Union européenne. Nous ne réussirons ces avancées qu'avec l'indispensable soutien des associations de patients, lanceurs d'alerte et inspirateurs infatigables des nouvelles avancées, et je tiens ici à saluer leur engagement sans faille. Nous savons pouvoir compter sur eux. Quels sont nos moyens d'action? La recherche, bien évidemment, le principal. La complexité de la maladie justifie la coopération à l'échelle européenne en lien avec la mission santé, la mission cancer du programme Horizon Europe. Cher Walter Riccardi, chère Christine Chaumian.
Mobilisation des technologies de l'intelligence artificielle, développement les plus récents de la biologie, pour aller vers des innovations disruptives. Nous demandons des mesures incitatives à la mise en place d'essais multicentriques européens de promotion académique, d'essais centrés sur les populations vulnérables, de programmes de recherche en sciences humaines et sociales et en santé environnementale. Et nous réclamons la participation des associations de patients à l'élaboration des projets cliniques. Deuxième levier d'action, le partage des connaissances et des expertises, renforcement du partage en réseau des expertises sur les cancers rares, complexes ou faiblement curables. Partage des données, données issues des registres du cancer que nous proposons de déployer à raison de au moins 1 par région européenne, données hospitalières, mais aussi données de la vraie vie, essentielles pour la compréhension des déterminants de santé et la meilleure pratique de la médecine de précision. Enfin, en lien avec les sociétés savantes, partage des programmes de formation destinés aux professionnels de santé. Financement, bien évidemment un moyen d'action indispensable. Le budget est de 4 milliards d'euros et devra provenir de l'ensemble des budgets de la Commission européenne, pas seulement le programme santé, cher John Ryan. J'aimerais pour finir évoquer avec vous ce qui me paraît être un autre moyen d'action déterminant de la réussite de notre plan. C'est la mise en réseau des 27 plans nationaux de lutte contre le cancer. Un plan européen de lutte contre le cancer ne peut pas être une addition de plans nationaux. Il nous faut ce que j'appelle un institut européen virtuel du cancer, c'est-à-dire une structure permettant la coordination des structures nationales de dépistage, de référence, registres, la coopération sur les échanges de données, les recommandations communes, les échanges de bonnes pratiques et des missions spécifiques, hébergement du registre des inégalités fortement soutenu par la Commission européenne, chère Stella, orchestration des campagnes de dépistage et des communications au grand public. Enfin et surtout, nous lançons un appel pour que l'ensemble des recommandations non contraignantes, relevant essentiellement des États membres et de leurs responsabilités et de leur volonté, fassent l'objet d'une charte européenne des droits des patients atteints de cancer, dont nous souhaiterions la signature par l'ensemble des gouvernements constituant le Conseil européen. Je me permets d'attirer ici l'attention des représentants des présidences dites du trio, cher Olivier Véran pour la France, cher Monsieur Valek pour la République tchèque, chère Madame Halle, représentante du ministère de la Santé suédois, pour que leur engagement vis-à-vis de l'ensemble des citoyens européens soit visible et crédible. Nous leur devons cet engagement et cet effort collectif et solidaire. Je vous remercie.